On a démontré dans Ensemble pour le faire, nous, à la CGT, que la concurrence n'était pas inéluctable, y compris dans le cadre des textes européens qui sont extrêmement contraignants avec l'ensemble des paquets ferroviaires qui sont venus ouvrir à la concurrence. Il y a encore la possibilité d'une attribution directe. Malgré tout, maintenant, on est confronté à un processus d'ouverture à la concurrence avec un gouvernement qui pousse. Et d'ailleurs, le premier à tirer, c'est d'ailleurs le gouvernement en tant qu'AOT sur les TET. À Nantes, on est pour le coup un peu au cœur du cyclone, puisque les 2 lignes TET qui sont censées être mises ouvertes à la concurrence d'ici la fin 2022, ça va donc arriver très très vite. Les appels d'offres, donc ça y est, sont lancés. Une attribution normalement d'ici la fin de l'année, donc les choses vont aller très très vite. Et en plus, on est sur une région qui, en plus, va ouvrir à la concurrence son TER. Donc on est sur l'ouverture à la concurrence pour les trains de voyageurs du quotidien chez nous, c'est vraiment un sujet. Voilà. Pour poursuivre dans cette lancée, mais aussi d'une manière un peu plus générale sur la question de la concurrence, véritablement on est sur une logique de dumping social. C'est d'abord la concurrence des salariés et c'est certainement pas la concurrence des groupes. D'autant qu'aujourd'hui en France, les opérateurs qui interviennent dans le transport collectif, c'est tous des groupes publics. Transdev, qui est la Caisse des dépôts et consignations, RATP-Dev, qui elle est la RATP, et Keolis, qui est le groupe SNCF. Donc là, véritablement, c'est la démonstration que c'est pas répondre aux besoins, c'est absolument pas répondre à l'intérêt général. Mine de rien, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est quand même que la concurrence, elle s'opère d'abord sur les modes de transport. Elle s'opère d'abord entre des concurrences entre le mode routier qui est ultra dominant puisqu'il représente aujourd'hui 90% des parts modales du marchandise et 88% sur les parts voyageurs en France. Et puis ensuite, derrière, on est sur le dumping social et on a de multiples exemples, notamment dans le transport routier de voyageurs ou le transport routier de marchandises, pour laquelle effectivement les salariés, systématiquement, ce qui est recherché, c'est une politique de bas coût. Et ça, on ne peut pas l'accepter, c'est pas dans notre ADN, c'est pas possible. Comment les cheminots, ils ressentent la concurrence comme une dégradation de leurs conditions de travail avant qu'elle soit mise en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils perçoivent très très bien le fait que l'entreprise, et par exemple la direction Intercité, se met en capacité de pouvoir répondre à des appels d'offres. Donc ça veut dire qu'elle finit de mettre en produit, elle finit de mettre en tube, elle finit de se mettre en position opérationnelle pour pouvoir remporter les marchés. Et ça a des conséquences immédiates sur les conditions de travail des collègues, que ce soit à l'escale, que ce soit les contrôleurs avec les suppressions de CPST, les centralisations nationales de commandes, des disparitions d'emplois, des disparitions de proximité, des UO qui ferment. Et puis une énorme incertitude qui amène quand même des inquiétudes énormes chez les collègues, quoi. Et allant même pour certains à dire de toute façon, pour la gare d'Austerlitz, ils vont la fermer et ils vont en faire une gare Macron avec que des bus dedans, quoi. À chaque fois qu'il y a une logique de changement d'opérateur, de changement de marché, d'appel d'offres, en réalité, en premier lieu, c'est les salariés qui morfent parce qu'il y a le jeu de remise en cause des accords sociaux, des usages, des engagements unilatéraux. Et ça, c'est une logique de dumping que le patronat joue réellement cette carte. Et on le voit bien dans le cadre des négociations de l'UTP, où on vient donc d'exercer notre droit d'opposition sur la CCN. C'est étroitement en lien avec cette ouverture à la concurrence à venir. L'objectif d'une CCN, c'est de protéger tous les salariés du secteur. Si le niveau n'y est pas, on protège personne. Et donc avec un accord d'un tel niveau, finalement, on installait le dumping social dans la branche. Donc c'est la raison pour laquelle on a fait sauter cet accord. Deuxième élément, moi, que je retiens de nos discussions, c'est que en fait, la concurrence, elle n'a jamais démontré son efficacité. Ça revient à ce que je disais, c'est avant tout un choix idéologique. En réalité, tu le disais, Fredo, il n'y a pas de concurrence puisqu'on est une concurrence pour le marché et pas dans le marché. Donc c'est un marché qui est garanti par une autorité organisatrice et donc sur lequel ils vont avoir une assurance de revenus pendant 10 à 15 ans. Voilà, c'est ça la réalité de la concurrence. Le mythe qu'ils nous ont vendu pendant l'adoption de la réforme du ferroviaire, que ça va être mieux, ça va être plus à l'heure, il y aura plus de trains, etc. En réalité, si la hôtel décide, ce sera mieux, mais ce sera une question de moyens, quel que soit l'opérateur. Et se rappeler que nos politiques nous promettaient que le réseau, c'était quand même quelque chose de public, qu'on allait préserver dans ces choses-là. Donc il faut qu'on martèle qu'ils nous ont
qui nous ont menti. Ils n'ont fait que nous mentir depuis l'adoption de cette réforme. Et ça, il faut qu'on éclaire les cheminots, il faut qu'on éclaire aussi les exécutifs régionaux sur les vrais enjeux de transport. Et que la SNCF, ça doit être l'outil de réponse au service public ferroviaire. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Donc on a plusieurs chantiers à ouvrir, c'est une évidence. Sur les outils qu'on a, alors c'est un des débats qu'ont les camarades pendant ce congrès sur la question des CSE. Alors évidemment, on sait ce que ça implique, ce que ça nous coûte, mais ça reste quand même un moyen d'entrer sur un certain nombre de sujets, y compris par la dimension économique. Et on a un outil, même si ce n'est pas ce qu'on voulait, le CSE Intercité, il faut qu'on regarde collectivement, comme tu l'as dit, avec tous les secteurs concernés, les élus, les syndicats concernés, de déclencher des choses pour mettre en avant au moins le fait que cette mise en concurrence, elle ne correspond pas à la réponse aux besoins. Je pense qu'aujourd'hui, au travers de ce qu'on a vécu au chemin de fer, au travers de l'ouverture de la concurrence du fret, au travers de ce qu'on a vécu dans le domaine des transports, transport maritime, le transport aérien, je pense qu'on doit utiliser l'ensemble des leviers qui nous sont mis à notre disposition. Il y a effectivement nos leviers propres à notre fédération et des instances avec le CSE, d'expertise, mais aussi de nous servir des leviers de notre outil également de l'Union interfédérale des transports. C'est d'abord et avant tout la réponse aux besoins de transport, les enjeux climatiques et les enjeux sociaux. Je crois que c'est aussi la clé sur laquelle on construira les mobilisations qui permettront d'imposer et de gagner finalement notre modèle de société. Imprimerie Rivet. Je ne connais pas. Bonjour. Bonjour. Rivet. C'est quoi Rivet? C'est quoi Rivet? Ouais. Eh bien, pour beaucoup, Rivet, c'est une imprimerie. Pour d'autres, Rivet, ils ne connaissent pas. Et pourtant, ça fait 90 ans que l'imprimerie Rivet existe, travaille pour le mouvement syndical, anarchiste, communiste, et est un véritable passeur d'idées. C'est sur ces supports que les organisations syndicales CGT eh bien justement impriment leurs idées, et nous faisons en sorte que ces idées soient imprimées de la meilleure des façons pour que ça soit un usage pour la bataille des idées. C'est une entreprise particulière et qui permet aux organisations de la CGT, mais aussi au CASI, au CSE, au CCGPF, à la CCAS, eh bien, de pouvoir avoir des moyens d'impression indépendants. On est en capacité de mettre en page ce que les syndicats, les fédérations ou d'autres font. On les imprime, on peut les façonner, on peut aussi directement les expédier chez le destinataire. On a un service unique, on est une entreprise, une imprimerie quasiment unique sur la place française qui permet de faire tout de A à Z. Bon, maintenant on va aller rejoindre nos deux camarades. Vous savez, au Mali, comme au Sénégal, il y a la ligne mythique, le Dakar-Bamako. À partir de 2003, il y a eu la Banque mondiale, les institutions financières, on met la pression sur l'État du Mali pour qu'il privatise cela. Au Mali, comme au Sénégal. Vous savez, la privatisation aussi a ses inconvénients. Et lorsque ces multinationales sont venues, elles ne voyaient que la rentabilité. D'abord, ils ont commencé à supprimer les trains voyageurs. Parce que ça ne les rapporte pas. Et là, on a commencé à parler. Parce que c'est une source de vie. On a vu qu'aussi qu'on ne faisait pas l'entretien des locomotives ainsi que de la voie. Or, pour parler du chemin de fer, il y a deux entités majeures qui est la voie et qui est l'outil de traction. Si ces deux outils-là, si un seul manque seulement, ça veut dire qu'il n'y a pas de chemin de fer. Moi, j'ai été licencié parce que j'ai dit à l'actionnaire, sans que vous ne faites pas la voie, vous ne faites pas la réparation des locomotives, le chemin de fer est appelé à mourir. À l'époque, personne ne nous croyait, personne, même les cheminots ne nous croyaient. Et à partir de 2014, sur les 22 locomotives de ligne, à partir de 2003, pratiquement il ne restait que 3 locomotives. Ils ont arrêté la concession. Ils sont partis. Et l'État du Mali et l'État du Sénégal ont pris. Mais nous avons pris soin de dire à l'État du Mali et à l'État du Sénégal, il faudra préserver nos emplois, continuer à payer nos salaires, même s'il n'y a pas de chemin de fer. Parce que nous, on a été clairvoyants, on a vu vraiment, à un moment donné,
Ils ont pris du retard jusqu'à ce qu'on est allé jusqu'à 9 mois sans salaire. Imaginez 9 mois sans salaire. Finalement, on était devenus des charges inutiles pour même nos propres parents. Et là, on a dit, c'est cette entreprise qui a pris toute notre jeunesse et qui a nourri nos familles. Donc aujourd'hui, si l'État, parce qu'on ne pouvait pas faire de grève, on fait une grève quand c'est pour arrêter l'entreprise. Mais l'entreprise était déjà arrêtée. Donc il fallait trouver une autre alternative pour se faire voir. C'est là qu'on a décidé d'aller en grève de la faim. Parce qu'il vaut mieux mourir que de continuer à vivre comme ça. C'est là qu'on a décidé d'aller nous implanter entre les rails à Bamako et à la face de tout le monde, sur la voie principale qui a accès au palais présidentiel. Et je vous dis, on a fait 144 jours. 144 jours. 144 jours. Et il y a eu 10 décès. 10 camarades sont morts. Et c'est là que la CGT a appris cela. Ils sont venus à notre secours. Nous, aujourd'hui, sur le corridor Dakar-Bamako, nous abondons les pas de nos ancêtres. La grève de 1947, les bouts de bois de Dieu, l'égalité entre les hommes qui travaillent dans le chemin de fer. Mais aujourd'hui, nous nous sommes transformés en victimes et on a besoin de secours. Nous avons lancé le secours pour le monde entier, raison pour laquelle la CGT des cheminots est venue à notre secours jusqu'à Bamako. Faire des milliers de kilomètres avec un acte de solidarité, cela nous va droit au cœur. On est fiers de la CGT des cheminots. Ils nous ont remonté le moral, comme il a dit le collègue Mahaman Tienta. Malgré que la grève de faim n'est pas une activité syndicale, parce que les syndicats ont besoin des hommes valides, mais ils n'ont pas besoin de morts, ils n'ont pas besoin de maladies. Mais il le fallait. Nous n'avons pas de production. La seule arme qu'on avait, c'était de faire une communication face à l'État et au monde entier que nous sommes à bout. Nous ne sommes plus des chefs de famille. En transformant la gare de Bamako, la gare ferroviaire de Bamako qui date de 1924, à un lieu de grève de faim, on a préféré mourir dans les locaux de la gare que de mourir dans les mains de nos femmes. Le chemin de fer, le corridor Dakar-Bamako incarne beaucoup de doses. La dose politique, la dose historique et la dose économique. Les tirailleurs ont passé par ce chemin de fer pour venir défendre les intérêts de la France. Et je pense qu'aujourd'hui, nous attirons en même temps l'attention de la population et des dirigeants français de voir au mieux comment il faut redonner vie à ce corridor Dakar-Bamako. Nous avons besoin du matériel de traction, nous avons besoin des ouvrages d'art, la voie, et nous avons besoin de la formation de la part de l'État de France, de la France, de la part de la CGT. Je ne saurais quitter la parole sans remercier les camarades cheminots de la France de façon globale. Nous sommes fiers d'être là, nous sommes fiers d'être cheminots. Nous demeurerons résistants. Vous savez, le cheminot est l'incarnation de la résistance. Nous sommes résistants comme les fils de rail. Les fils de rail ont une durée de vie de 100 ans. Bravo à la 44e congrès de la CGT des cheminots. Plein succès au congrès. Nous sommes fiers. Nous retournerons avec les sacs pleins à Bamako. Merci. Merci à vous pour ce précieux témoignage, vraiment. Merci.